chers invités, Monsieur l'ambassadeur du Portugal à Paris, Monsieur le professeur Nicolas Nord, vous êtes professeur à la faculté de droit, et je vous présenterai après tout calmement, et Patrick Baer, mon collègue, qui vient d'arriver de la Chine. Il a été le directeur de l'agence France Presse en Chine et il va maintenant diriger le bureau de l'agence France Presse à Strasbourg. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ambassadeur du Portugal en Chine et mon collègue Patrick qui se sont rencontrés en Chine. Peut-être après vous nous direz qu'est-ce que vous êtes dit. En certains moments, ça serait peut-être intéressant ce qu'un ambassadeur dit à des journalistes. Donc nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour cette première conférence de la Maison de l'Europe de 2023. Vous savez que nous faisons pratiquement tous les mois des conférences sur les questions européennes et les questions internationales qui nous intéressent, qui nous préoccupent. Nous le faisons ici à l'ERAJ. Et je voulais remercier aussi l'école d'avocats de Strasbourg, sa directrice, notre membre, qui nous accueille toujours ici dans cette maison. Alors, cette conférence, comme je vous ai dit, elle va, et comme vous avez vu dans les flyers, elle est consacrée à un débat sur l'Europe face aux nouveaux défis géopolitiques mondiaux. Quelles sont les conséquences pour l'Europe de la guerre en Ukraine, de la pandémie de Covid, comment l'Europe pourra-t-elle gérer le changement climatique, l'expansion économique des pays comme la Chine et les autres défis sociopolitiques et économiques que nos sociétés démocratiques auront à confronter dans les années à venir. Alors, comment l'Europe va faire face à la pénurie aussi des médicaments que vous savez, et il y a ici des médecins dans la salle, sont aujourd'hui produits entre 60 à 80% de la production vient de deux pays, de l'Asie, de la Chine et aussi de l'Inde. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Commission européenne réfléchit ce qu'elle doit faire, un peu comme elle a fait avec le Covid, pour les vaccins et aussi pour d'autres produits qu'on a achetés à ce moment, comme des ventilateurs. On va faire la même chose pour des médicaments, mais aussi on va essayer de comprendre pourquoi on a fait cette désindustrialisation de l'Europe, comment expliquer que des secteurs stratégiques européens soient dans les mains aussi des Chinois. Et aujourd'hui, on se rend compte et on a une réflexion à l'intérieur de la Commission européenne sur aussi, et dans tous les pays, sur cette question. Et on verra comment il y a vraiment des secteurs très importants qui sont à l'intérieur, qui sont aujourd'hui, qui font partie de la Chine. Alors, je vous ai dit, nous avons ici l'ambassadeur du Portugal à Paris. Il vient de la Chine, donc il connaît bien la Chine, mais il connaît aussi l'Europe et l'Afrique. Alors, je ne vais pas parler de son curriculum vitae parce qu'il est énorme, mais je voulais dire qu'il a été ambassadeur à Mozambique aussi, ce que nous donne aussi une énorme connaissance de l'Afrique. Vous avez été en Espagne, vous avez été à la représentation permanente du Portugal auprès de l'Union européenne, donc vous avez une vision aussi des affaires européennes. Vous avez été conseiller diplomatique du président de la République au Portugal. Et je m'arrête là parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Je dois lire toute votre CV. Et je voulais vous commencer pour poser une question. Vous venez d'arriver à Paris, vous êtes l'ambassadeur du Portugal auprès de la France, et vous avez décidé de faire votre première visite dans cette ville à Strasbourg. Pourquoi? C'est très facile. Je crois qu'il y a des questions historiques et émotionnelles de ma part, mais il y a aussi, d'ailleurs, d'abord,
Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir d'être là et merci beaucoup à vous tous d'être présents ici. Ça fait grand plaisir de discuter avec vous et surtout avec Patrick, de le revoir ici et d'autre part du monde. Bon, enfin, oui, c'est vrai, je suis arrivé en France il y a 2 mois. J'ai présenté mes lettres de créance au président de la République il y a une semaine. Et j'ai décidé que la première ville que je visiterais après Paris, ça serait Strasbourg. Il y a des raisons émotionnelles de ma part, c'est-à-dire je travaillais à la représentation permanente du Portugal à Bruxelles avec l'Union européenne. Je passais donc pendant 4 ans, 1 semaine par mois ici à Strasbourg. J'ai d'excellentes mémoires de cette ville-là. J'ai des mémoires personnelles, mais aussi des mémoires professionnelles. J'ai été très heureux ici, au point de vue professionnel et aussi du point de vue personnel. Et donc je suis très attaché. Mais je ne conduis pas ma vie professionnelle par des raisons émotionnelles. Ça peut aider. Ça peut aider, mais c'est pas ça. Alors j'ai décidé ici parce que il y a beaucoup de choses ici qui on discute aujourd'hui sur l'avenir de l'Europe, certains patriotismes, certains nationalismes, certaines souverainetés, certains débats. Et je crois que Strasbourg, c'est la meilleure ensemble européenne qu'on a et la meilleure ensemble pour faire tout ce genre de débat. Et je crois que c'est un symbole fantastique pour lancer, pour initier beaucoup de choses que j'ai ici déjà discuté avec mon président, mon Premier ministre et avec les autorités françaises aussi, et qu'on a sur nos buts, nos objectifs pour les années à venir. Qu'est-ce qu'on va bâtir ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et travailler ensemble. On discute ici très souvent l'avenir de l'Europe. C'est pas seulement l'avenir de la France, c'est l'avenir de l'Europe qu'on discute ici dans cette ville-là. Et l'avenir de l'Europe, c'est entre nous, mais aussi envers l'étranger, envers la partie étrangère. Et donc tout ça, je crois que c'est la meilleure ensemble symbolique pour initier ça, ce genre de voyage que je vais faire dans tous les consulats généraux qu'on a ici en France. Et donc c'est la première visite. J'ai déjà entamé des discussions avec plusieurs autorités locales et en présentant aussi nos plans, nos objectifs pour travailler, par exemple, dans des affaires de la science, technologie, innovation, mais ça, on aura le temps de discuter. Donc, ce sont des raisons émotionnelles, historiques, personnelles, c'est mon bagage à moi, mais aussi, c'est des raisons très objectives et symboliques du point de vue politique pour nous. Qu'est-ce qu'est le rôle aujourd'hui d'un ambassadeur d'un pays européen auprès d'un autre pays européen? C'est pas la première fois qu'on me pose cette question-là. Qui commence à nous préoccuper. C'est-à-dire, que faites-vous là, monsieur? Alors, à quoi ça sert aujourd'hui un ambassadeur dans un pays européen? Je comprends bien la question, et c'est très bien de la poser, parce que on dit, écoutez, les gouvernements de l'Europe sont en contact tout le temps. On a les conseils européens à Bruxelles, les chefs de gouvernement et d'État se rencontrent au moins 4 fois par an à Bruxelles pour discuter toutes les affaires antérieures, extérieures à l'Union européenne, qui soient prioritaires à l'époque. Bon, alors qu'est-ce que fait un ambassadeur dans une capitale, dans un État membre de l'Union européenne? Je vous assure qu'on n'a pas une vie contemplative à Paris. Ça serait bien d'avoir du temps libre pour avoir une vie contemplative, mais on a plutôt une vie active. C'est-à-dire, moi, en venant ici, j'ai sur mes épaules une énorme et gigantesque tâche physique de répondre à tous les souhaits et tous les demandes que j'ai de ma communauté, parce que j'ai une communauté de plus d'1 million d'habitants qui habitent à Lyon. On a plus d'1 million de personnes avec des passeports, même s'ils sont des Français aussi, la grande majorité, ils sont aussi des nationalités portugaises. Donc j'ai plus d'1 million
de gens avec des passeports portugais avec lesquels il faut entamer des relations, de répondre à leurs anxiétés, à leurs souhaits. J'ai aussi une communauté française qui, heureusement, ne cesse d'augmenter, d'immigrer vers mon pays, qui investit massivement chez nous, et on a des échanges commerciaux vraiment importants. Donc, quand on représente un pays, c'est-à-dire l'Union européenne, le marché intérieur, n'est pas la fin de l'histoire ni de la souveraineté nationale. C'est-à-dire la France continue à avoir son drapeau, sa Marseillaise, sa souveraineté, mais le Portugal aussi, l'Espagne aussi, l'Allemagne aussi. On a toujours nos intérêts nationaux à défendre auprès des autres communautés, auprès des autres nations. Donc, on a beaucoup de travail à faire pour accompagner nos concitoyens, pour accompagner leurs investisseurs français au Portugal, et aussi pour travailler dans le domaine de la culture, et aussi une chose que pour moi c'est prioritaire, c'est le contact des scientifiques, des gens qui font de la recherche. Il faut avancer une société, parce qu'il n'y a pas d'avenir pour une société si on n'investit pas dans l'innovation, la création. C'est ça qui fait le succès de chaque génération et de chaque nation. Donc j'ai beaucoup de travail à faire si je ne veux pas être seulement contemplatif. Vivre à Paris, c'est fantastique, c'est une des plus belles villes au monde, c'est une société riche en idées et en débats, mais non, la vie, il faut être beaucoup plus exigeante que ça, et il faut quand même avoir le souhait et faire le sacrifice de contribuer à quelque chose de plus. Je suis ravi d'être en France, je trouve que c'est un privilège d'être envoyé de mon pays ici, mais je veux absolument être une pierre de plus qui contribue pour le rapprochement déjà très profond entre mon pays et la France, et donc le travail ne me manque pas. Vous avez parlé des nationalismes, on voit comment des mouvements sont en train de se renforcer en Europe, en France, où le pays est pratiquement divisé. On l'a vu pendant les élections européennes, en Italie, avec une élection aussi où l'extrême droite. Est-ce que ça va être un des problèmes auxquels l'Europe va être confrontée dans les prochaines élections européennes, qui sont demain, c'est l'année prochaine, au mois de mai? À mon avis, c'est un problème d'aujourd'hui déjà, c'est-à-dire comment expliquer ça d'une façon politiquement correcte, hein? Bon, voyons. Je trouve que tout le monde ici, tous les citoyens, ont le devoir d'être des bons patriotes. Je dois aimer et respecter mon pays. Je dois aimer et respecter ma communauté. Je dois respecter et accomplir les lois et les règles de mon pays, ou de ce pays qui m'accueille. Être bon patriote, c'est aussi de faire quelque chose de responsabilité sociale. J'ai l'opportunité. Si j'ai quelque chose pour aider le prochain, être riche ou pas riche, c'est pas important. Je me souviens toujours quand il a eu les attentats au Bataclan, en France, qu'il y avait une concierge portugaise qui, soudainement, elle a aidé plusieurs gens qui étaient à côté à s'échapper avec lui, et elle a assisté aux gens. Elle n'est pas une personne riche, n'est pas une personne riche, n'est pas une personne très éduquée, très élevée dans des grandes universités, mais elle a les bonnes valeurs. Elle a eu l'instinct de faire la chose qui est correcte envers le prochain, aider le prochain, aider sa communauté. Et donc ça, c'est ce que je trouve aussi que c'est important, c'est cette responsabilité envers les autres, envers les lois et le bien commun. Je trouve que c'est un bon ou une bonne patriote, c'est ça, c'est le respect normal, avoir l'esprit critique toujours qu'on a pour améliorer notre prestation nationale. Mais ça n'a rien à voir avec le nationalisme. Le nationalisme, c'est une autre chose. Le nationalisme, c'est
quand on se croit qu'on est meilleur que les autres. Le terrain, on va dire, c'est la guerre. Et le nationalisme, ça nous aboutit à des terrains très dangereux et historiquement, ici, où nulle part dans le monde, nous a toujours fait arriver à des guerres, à des conflits. Et donc je crois que la bonne leçon de l'Union européenne, c'est soyons bons compatriotes, soyons bons patriotes, mais aussi soyons aussi des bons citoyens européens. Restons français, espagnols, portugais, mais aussi pro-européens. L'Europe a bâti la paix parce qu'elle a amorti certainement les nationalismes. Je vois et j'observe avec un grand déconfort la montée des nationalismes un peu partout, pas seulement en Europe. J'étais en Asie, ça remonte aussi en Asie. N'imaginons pas que nous, on est isolé du monde, on voit ça dans plusieurs pays au monde et dans plusieurs parties du monde. Donc c'est un problème, je trouve, qu'il faut être conscient et combattre. Mais pour le combattre, c'est aussi le plus important, c'est ne pas donner des excuses au nationalisme augmenté. C'est-à-dire, il faut voir aussi et comprendre pourquoi les nationalismes augmentent. Quels sont les problèmes que la société moderne n'arrive pas à répondre pour que les nationalismes augmentent et poussent comme des champignons un peu partout. C'est parce qu'il y a des problèmes que nous n'arrivons pas, par moment, à répondre. Et ça, il faut le répondre. C'est vrai qu'il y en a partout, des nationalismes, et on pensait qu'en Europe, avec la construction européenne, avec cette construction de paix et de coopération entre tous les pays, qu'on avait dépassé ce moment, rien n'est gagné. Et on a vu ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Oui, en Ukraine, c'est très dangereux, pas seulement par le présent. Je crois qu'il est très clair pour nous tous que on doit absolument faire que l'Ukraine gagne cette guerre. Elle a été envahie de façon, elle a été envahie brutalement par une puissance étrangère. Et la réponse pour les conflits et les méfiances des nations ne peut pas être une guerre. Ce n'est pas parmi la guerre qu'on doit résoudre les choses. L'être humain est déjà depuis trop longtemps sous la planète. Il a déjà eu, et nous avons tous l'obligation d'apprendre avec l'histoire. Ce n'est pas en tuant les autres qu'on va résoudre le problème. On doit avoir la capacité, l'intelligence, la sophistication d'entamer des conversations, de trouver des solutions, négocier les uns avec les autres. Non pas on a la guerre, il faut la gagner, mais aussi il faut être préparé pour faire la paix avec les Russes. Et je trouve que c'est pas... il faut vivre avec les uns, avec les autres. Et les nationalismes, ce qui se passe, c'est le défi du moment. On va voir comment ça va évoluer. Mais je ne sais pas comment est-ce que l'Ukraine va devenir après la fin de la guerre. Parce que tout ça, ça bouleverse, ça crée, chaque guerre crée toujours des cicatrices très profondes dans la mémoire collective d'un peuple. Moi, j'ai servi au Mozambique. J'étais directeur Afrique dans mon pays, j'ai visité beaucoup de pays. C'est pas la même chose d'avoir un contact avec une nation sans guerre et avoir un contact avec une nation avec laquelle on a eu une guerre dans le passé. Les peuples, les sociétés ont toujours une mémoire historique énorme, gigantesque. J'étais en Chine. Le Portugal était en Chine pendant 5 siècles. En occupant Macao, on n'a jamais eu un seul conflit avec les Chinois. On a une mémoire, une tradition de relation avec nous toujours pacifique et bonne entente. Mais ils ne nous oublient jamais et ils mentionnent tout le temps les 2 guerres d'opium que quelques pays occidentaux, quelques puissances occidentales ont eues avec eux. Et donc ils mentionnent toujours ça. Parfois parce qu'ils le sont vraiment comme manipuleurs
et parfois aussi parce que ça fait partie de la rhétorique antérieure de chaque nation qui profite ça pour des raisons politiques. Mais ça, c'est dans le cas de la Chine, mais on peut trouver ça partout dans le monde. Je voyais aussi comme au Mozambique, il fallait travailler avec ces populations, cette cicatrice, cette marque, cette tâche qu'on a, parce qu'on n'a pas su résoudre nos problèmes avant d'avoir une guerre. Il ne fallait pas arriver à une guerre pour résoudre les problèmes. Maintenant, avec les Ukrainiens et les Russes et tous les peuples qui sont traumatisés avec la guerre froide et avec les temps de l'Union soviétique, je ne sais pas comment ça va venir. Donc, on doit résoudre les problèmes aujourd'hui, mais en pensant aussi de faire la thérapie sociale qu'on va faire dans ces nations-là, parce que les traumatismes, parfois, mènent les gens. La peur, c'est la pire. C'est le pire des sentiments pour une société, et ça amène les gens à faire des choses vraiment incroyables. Et donc, il faut aussi traiter ça avec attention. Parce que peut-être Vladimir Poutine n'a pas cette analyse que vous faites. Vous avez été en Chine. Il faut dire aussi que nous, les Européens, on est aussi un peu préoccupés par la Chine. Comment vous voyez la position de la Chine? Est-ce que la Chine peut aider au dialogue? Parce qu'en ce moment, il faut trouver quelqu'un qui mette ces deux pays à dialoguer. La paix ne peut être faite que comme ça, par un dialogue. La Chine pourrait faire? Bon. La Turquie a essayé, ça n'a pas marché. Bon, écoutez, on parle beaucoup, j'ai vu pendant très longtemps des critiques politiques et médiatiques ici en Europe, un peu partout, sur le rôle de la Chine dans le conflit ukrainien. C'est-à-dire, la Chine de Xi Jinping a une bonne relation avec la Russie de Vladimir Poutine. Monsieur Xi Jinping n'a que, à prendre le téléphone, appeler à monsieur Poutine et lui demander d'arrêter avec cette agression. Théoriquement, ça fait du sens. C'est beau. Mais la vie ne se passe pas comme ça. Je ne sais pas, tu pourras me contredire, et j'espère que tu me contredis aussi, mais les relations entre Poutine et Xi Jinping, elles sont bonnes précisément parce que ni l'un ni l'autre dit à l'autre ce qu'il doit faire. C'est pas comme ça que les choses se passent. Ça, c'est le diplomate qui parle. Non. Il ne faut pas penser. Non, c'est quelqu'un qui observe la politique depuis très près. C'est-à-dire, ne confondez pas Poutine avec le Loukachenko de Xi Jinping. C'est-à-dire, je crois que Poutine peut téléphoner à quelqu'un qui est le président maintenant Bélarus et lui dire quoi faire. L'envers n'est pas vrai. Mais Poutine n'est pas si faible auprès de Xi Jinping que puisse permettre à Xi Jinping de lui dire à lui tais-toi, calme-toi, les choses ne sont pas comme ça. N'oubliez pas que la relation entre la Chine et la Russie est une relation encore plus traumatique, plus complexe que celle que la Chine a avec l'Occident. Ils ont perdu du terrain et de la souveraineté avec plusieurs accords qu'ils ont fait avec les Russes. Ils ont une histoire d'agression pendant des siècles, une méfiance séculaire entre les deux pays. Et donc, maintenant la relation est positive, oui, mais n'oubliez pas que M. Henry Kissinger et Richard Nixon sont allés à Pékin pendant les temps de Mao Zedong. Pourquoi? Pour faire un accord contre la Russie, contre l'Union soviétique. Et ça est terminé avec M. Trump, avec la guerre commerciale.
vient juste de terminer cette alliance de concertation, d'intérêt commun. Les choses ne se passent pas exactement comme ça. C'est-à-dire, je vois franchement, j'ai eu quelques débats avec quelques pays d'autres continents qui défendent beaucoup plus fortement la Russie que la Chine. La Chine, elle essaye surtout de profiter de la guerre qui affaiblit la Russie, mais aussi qui affaiblit les États-Unis, qui ne font autre chose que critiquer la Chine tout le temps. C'est-à-dire, la Chine fait son jeu politique, c'est normal, mais je ne crois pas, même s'il le voulait, qu'il aurait la capacité d'influencer si directement Vladimir Poutine. Alors, évidemment, j'ai avec moi à ma gauche le professeur Nicolas Nord. Vous êtes professeur associé à l'Université de Strasbourg, coprésident de la section Chine de la Société de législation comparée. Vous enseignez en Espagne, j'ai vu un peu partout, en Italie, dans les pays nordiques. Est-ce que vous partagez cette analyse de l'ambassadeur, d'un côté qu'il y a une méfiance séculaire entre la Chine et la Russie et que la Chine ne pourrait pas être dans le dialogue, en faciliter le dialogue? Oui, tout à fait. Alors, à l'université, en plus, on est dans une situation un peu différente. Je pense que je peux prendre le contrepoint par rapport à vous, puisque nous travaillons avec des collègues de ces différents pays. Pour vous donner un exemple concret, je dirige à l'heure actuelle une thèse en codirection avec une collègue ukrainienne, d'un doctorant donc, ukrainien qui vit à Kiev. En même temps, je co-dirige toujours une thèse d'un étudiant russe. Je dirige plusieurs étudiants chinois et j'ai également un étudiant taïwanais. Donc, on rentre dans un autre problème. Oui. Et donc ça permet aussi de voir que même dans ces circonstances-là, on peut continuer à travailler ensemble dans des situations qui peuvent être matériellement compliquées, mais il y a toujours le souci du maintien de la coopération. Et ça fonctionne très bien, malgré tout. Alors, au niveau relation entre la Chine et la Russie, l'équilibre, oui, on se rend compte qu'il y a aussi une volonté chinoise de plus en plus affirmée d'apparaître comme un pays moderne, d'être l'égal des puissances occidentales, d'être un acteur à part entière du dialogue international. L'élément peut-être le plus marquant au niveau juridique, pour nous au cours des dernières années, c'est l'adoption d'un code civil chinois, qui c'est un projet à long terme. Déjà à la fin des années 70, c'était un projet de Deng Xiaoping. Ça a mis beaucoup de temps à venir. On pensait que c'était enterré, et puis le fait du prince, Xi Jinping, à partir de 2013-2014, a relancé un petit peu ce débat. Évidemment, quand il a décidé, tout est allé très vite. Adoption du premier livre en 2017, et puis entrée en vigueur de l'ensemble du Code civil le 1er janvier 2021. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans l'imaginaire chinois, avoir un code, ça fait partie intégrante d'un État moderne, d'un État développé. Et donc l'idée, c'est d'être l'égal de ces puissances et de pouvoir discuter avec les puissances occidentales qui ont des codifications depuis très longtemps, pouvoir intégrer un peu ce club assez fermé. Et donc, en parallèle, on peut aussi dire qu'il n'y a pas vraiment de volonté de se fâcher avec la Russie pour des raisons stratégiques évidentes. Il y a toute une série de partenariats qui ont été conclus au niveau énergétique, notamment, et donc il y a une sorte d'interdépendance avec le jeu évidemment diplomatique concernant Taïwan aussi. Il suffit de rappeler les derniers discours de Xi Jinping au congrès du Parti communiste qui s'est tenu il y a quelques semaines. Il a quand même été réaffirmé que l'unification de la Grande Chine, la réunification, se ferait.
quelle que soit la manière dont elle serait faite, mais elle se fera. On ne sait pas quand, mais c'est une menace quand même très claire à Il l'égard existe depuis un certain moment déjà. Oui. Pas quelque chose qui a surgi avec l'Ukraine. Non, non, mais on a l'impression qu'il y a une forme de perte de complexe aussi à ce niveau-là dans les discours officiels. Et ça a été assez peu relayé finalement en Occident. Donc oui, on prend ça aussi comme une sorte de poker menteur un peu. Et tel qu'on le voit, il n'y a pas vraiment d'amitié entre la Chine et la Russie, pas d'inimitié non plus, mais une sorte de préservation de rapport de bon voisinage, et chacun essaye de ménager ses propres intérêts. Ça très clair. Mais encore une fois, pour nous, au niveau universitaire, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de continuer à travailler avec toutes ces personnes de la meilleure manière possible, et ça continue à porter ses fruits. L'une de mes doctorantes chinoises a pu soutenir quand même récemment, et le doctorant ukrainien dont je vous parlais au début, il est en train d'achever sa thèse, donc j'espère qu'il pourra soutenir également malgré les circonstances. Est-ce que le fait des secteurs stratégiques en Europe aujourd'hui soit dans le monde des Chinois, est-ce que d'une certaine façon aussi ça facilite un peu cette relation que les universités aussi ont? Oui. Au niveau de la recherche. Oui, très clairement. Il y a notamment une demande au niveau juridique sur un point très précis, c'est la propriété intellectuelle. Il y a une volonté de mettre en place des partenariats. On est sollicité systématiquement, notamment avec le CEPI, le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, qui est basé à Strasbourg. On pourrait faire des conférences presque chaque semaine, conclure des partenariats très fréquents, parce qu'il y a cette volonté. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a un vrai développement de la protection de la propriété intellectuelle en Chine. Donc oui, ça facilite les partenariats, ça facilite la coopération depuis maintenant de nombreuses années. Alors Patrick, aussi tout à l'heure l'ambassadeur du Portugal t'a lancé en rêve. Est-ce que vous partagez exactement la même vision de la situation, toi qui as été là comme journaliste, comme observateur, beaucoup peut-être libre qu'un homme diplomate? Alors, je pense que j'ai pas forcément la même vision, parce que travailler comme journaliste en Chine, c'est pas facile. Je pense qu'on subit des conditions de travail qui sont évidemment différentes de celles de nos amis diplomates. Je peux vous donner quelques exemples si ça vous intéresse. Je ne sais pas très bien par quoi commencer. Comment? Tu peux passer par la pandémie si tu veux. Bon, je pourrais commencer par des exemples très concrets. À Pékin, vous savez sûrement qu'il y a au centre de la ville une énorme place qui s'appelle la place Tiananmen, qui est très connue pour des mauvaises raisons, je pense, dont tout le monde se souvient. Il faut voir ce que c'est que la place Tiananmen aujourd'hui. C'est une place qui est ouverte au lever du soleil et fermée au coucher du soleil, qui est entourée de barrières. On n'y rentre pas comme on veut. On entre uniquement après avoir passé un portique, comme dans un aéroport. Les Chinois font contrôler leur carte d'identité, les étrangers leur passeport, et si sur le passeport, enfin sur le visa, il y a marqué journaliste, on ne rentre pas. Je peux traverser la place Tiananmen quand je suis en autobus si j'ai envie d'aller de l'est vers l'ouest de Pékin, mais si je veux y aller à pied, je ne peux pas. Je suis obligé de faire un détour qui va me prendre facilement 2 ou 3 km. Il y a aussi à côté des parcs, de magnifiques parcs qui sont juste au sud de la cité interdite, dans lesquels j'ai beaucoup me promener. Et puis un jour, durant mes 6 dernières années en Chine, non, j'avais plus le droit de me promener dans le parc. Un jour, j'ai eu le droit à un entretien d'une demi-heure avec un policier qui était à l'entrée, qui m'a expliqué qu'il fallait que je fasse une demande pour pouvoir aller me promener au parc. Il m'a demandé qu'est-ce que vous voulez aller faire au parc. Je lui ai dit me promener. Et voilà, mais j'ai pas le droit. Donc voilà, c'est un premier exemple très concret. C'est juste pour vous dire que essayez d'imaginer qu'on est à Strasbourg,
et que vous n'ayez pas le droit de rentrer place Kléber. Voilà, qu'elle soit fermée le soir. Et que le reste du temps, on vous demande pour y aller de faire la queue avant de passer dans le portique et on vous contrôle, etc. Donc c'est un petit peu étonnant parce que c'est comme on a affaire à un pays, à un régime qui nous dit que le peuple, unanimement à 100% soutient ses dirigeants. N'empêche que sur la place centrale de sa capitale, il semble avoir une certaine peur de sa population puisqu'il la contrôle énormément pour rentrer sur cette place et il en interdit totalement l'accès au reste du temps. Les places sont toujours dangereuses. Donc voilà, ça c'est pas spécifique aux journalistes, c'est les conditions qui sont imposées aux Chinois et aux étrangers. Nous, journalistes, on a du mal à... voilà, nos conditions de travail sont très difficiles. Aller couvrir un événement, un incendie, c'est pas facile parce que tout de suite la police bloque les accès. Un accident d'avion, n'en parlons pas. Une manifestation encore moins. Aller rencontrer des gens qui contestent le pouvoir, c'est évidemment très très difficile. Voilà, donc ce qui nous arrive, c'est qu'il nous arrive d'être interpellés, arrêtés. Notre carte de presse est confisquée, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de travailler. Et puis on est évidemment surveillés. On sait que nous sommes surveillés, tout simplement parce que, par exemple, il faut savoir que les Chinois n'ont pas le droit de travailler comme journalistes pour des médias étrangers. Un personnel chinois, pour des raisons par exemple administratives, techniques, commerciales, comme interprète, par exemple, comme traducteur. Et c'est ce personnel, en fait, nous n'avons pas le droit de l'embaucher nous-mêmes directement. En fait, nous payons, ce sont des employés du ministère chinois des Affaires étrangères. D'ailleurs, c'est la même chose pour les diplomates, d'ailleurs, puisque c'est le même. Les diplomates comme les journalistes sont traités un peu à la même enseigne. Donc, en fait, tous les mois, quand on paye le salaire de notre personnel chinois, en fait, on ne le paye pas directement à eux, on le paye au ministère des Affaires étrangères qui ensuite leur reverse 60% du salaire, un peu moins. Donc, autant vous dire que nous sommes bien surveillés à l'intérieur même de nos rédactions et de nos ambassades, je suppose. Puisque ce personnel local, on peut imaginer qu'il a de temps en temps, qu'il est interrogé par la police, par exemple, doit être obligé de raconter ce qui se passe dans nos bureaux. Voilà, sans dire que, évidemment, nos téléphones aussi sont certainement bien écoutés, bien surveillés. Et donc, il arrive assez couramment que quand on a prévu de se rendre au reportage dans certaines régions un peu sensibles, eh ben, on nous attend à l'arrivée. Bon, c'est très facile puisque nos visas commencent par la lettre J comme journaliste. Donc, quand on monte dans l'avion, on sait tout de suite où on va, on est repéré. Quand on rentre à l'hôtel, pareil, on donne notre numéro de visa. Normalement, il y a de la police qui nous attend le lendemain matin. Alors, il y a certaines régions, par exemple le Tibet, alors ça, de toute façon, c'est interdit aux journalistes étrangers. Je parle d'avant le Covid. Maintenant, pendant la période du Covid, évidemment, tout était encore plus difficile, mais même avant le Covid, de toute façon, on n'avait pas le droit d'aller au Tibet, sauf lors de visites organisées par le ministère des Affaires étrangères qui nous montrent ce qu'ils veulent bien qu'on voit. L'autre grande région très difficile, c'est évidemment le Xinjiang, dans le nord-ouest. Vous avez sûrement entendu ce qui s'est passé ces dernières années avec la minorité ouïghour. Là, on peut théoriquement y aller. Le problème, c'est que quand on y va, dès qu'on sort de l'aéroport, il y a un convoi d'une dizaine de voitures de police qui vous suivent. Voilà, il y a certains hôtels dans lesquels on veut descendre, évidemment, c'est interdit. On ne peut plus dormir sur place. Il y a en général, par exemple, un seul hôtel dans une ville où les étrangers peuvent descendre, où on est sûr d'être bien surveillé. Et puis il y a des tas de choses rocambolesques quand on essaie de circuler d'un endroit à un autre pour essayer de repérer les centres de formation professionnelle dans lesquels ont été enfermés un certain nombre de personnes.
Comme par hasard, il y a des faux accidents au milieu de la route qui fait que la route est bloquée, donc on est obligé de... On ne peut pas y aller, quoi. Et comment c'était pendant le Covid? Covid 0, est-ce que c'était vraiment un Covid 0 en Chine? Alors, on a vu que non, finalement. Alors en fait, c'est assez compliqué, la réponse n'est pas simple. Comment tu as vécu? Alors, c'est d'abord, moi j'étais en poste à Pékin, donc il faut que en fait, tout le monde comprenne qu'on n'a jamais été confiné à Pékin. Moi, quand je voyais ma famille en France, qui pendant 2 mois ne pouvait pas sortir chez elle, en fait, moi j'étais libre comme l'air. À Pékin, j'ai quasiment jamais, enfin du moins au début de l'épidémie, au moment des confinements en France, moi j'ai presque toujours pu aller au restaurant, aller au bistrot. Alors c'était plus compliqué l'année dernière, par exemple au mois de mai. Là, il y a une période de plus d'1 mois, je pense, pendant laquelle les restaurants, les bars étaient fermés. Mais en fait, j'aurais pu me retrouver confiné si dans ma résidence il y avait eu un cas de Covid, et là tous les résidents de ce quartier se retrouvent, ne peuvent plus sortir de chez eux. Mais alors il faut bien comprendre qu'en Chine, une résidence, ça peut être tout de suite 25 000 personnes. Donc avoir un cas, c'est quand même, le risque est assez énorme. Donc moi j'ai eu des collègues à notre bureau de Pékin qui se sont retrouvés coincés chez eux. Mais personnellement, moi j'ai pas eu ce malheur, j'ai tout de suite toujours pu sortir. Même s'il n'était pas vraiment conseillé d'aller au bureau, on pouvait quand même aller se promener. Ça n'a pas été si difficile. Alors, en revanche, vous avez sûrement suivi le printemps dernier, Shanghai, là, ça a été absolument terrible. Les gens ne pouvaient pas sortir chez eux, même pour faire les courses. Donc il fallait, j'ai eu certains collègues qui ont vraiment vécu ça très très mal. Hein. Souvent, c'était comme le Shanghai, c'est assez cher. Nos jeunes journalistes sont souvent vivent dans des petits appartements qu'ils partagent avec des amis. Ils se sont retrouvés enfermés comme ça pendant 2 mois. Et en dépendant à 100% de la nourriture qu'on voulait bien leur apporter. Et donc il y a eu un cas assez qui fait rire aujourd'hui, mais qui a pu être amusant à l'époque, où un de mes collègues chiliens, qui est en poste à Shanghai, qui n'avait pas mangé grand-chose depuis plusieurs jours, on lui a apporté des pâtes de poulet pimentées. C'est un genre de truc dont les Chinois raffolent, mais qui, voilà, pour un étranger, c'était pas forcément évident. Et comment sont les relations économiques? Est-ce qu'il y a énormément d'investissements qui sont faits de la Chine à l'Europe? Comment est-ce qu'il y a des grands investissements? Est-ce que les Chinois acceptent? Est-ce que, par exemple, il y avait des investissements français qui sont développés récemment? Alors, je pense que pendant le Covid, ça a énormément ralenti tout ça, parce que forcément, depuis 3 ans, les Chinois ne donnent plus de visa. C'est du moins au compte-gouttes. Si on a déjà un visa, on a une chance de pouvoir éventuellement. Mais par exemple, faire venir un nouvel homme d'affaires en Chine, c'est quasi pas possible. Donc un investissement, c'est très très difficile. Mais est-ce qu'il y a une volonté de difficulté l'investissement? C'était seulement. Non, je pense pas. Je pense que la Chine ne demande qu'à attirer plus d'argent du monde entier. Enfin, pas dans les secteurs sensibles. Mais là, c'était vraiment, je pense que c'était vraiment des raisons sanitaires, une espèce de paranoïa vis-à-vis du virus qui a fait que ça a bloqué. Secteur sensible, c'est pour faire le transfert de la technologie. Ça, ils acceptent. Ils acceptent aussi. Société conjointe, joint venture. Oui, ce qui se passe, si je peux ajouter ici quelque chose, j'ai bien apprécié le professeur. C'est vraiment exactement ce que vous faites, la diplomatie dans les élèves. Bon, alors c'est la même chose, on fait la même chose ici, essayons de maintenir la conversation avec tout le monde. Bon, ce que vient de dire mon ancien conjoint Patrick en Chine, oui c'est vrai, mais je crois qu'on ne s'étonne pas. On ne s'attendait pas que la Chine... J'avais la même chose avec quelques diplomates qui arrivaient. Ah, mais ici, on n'a pas de liberté. Bon, enfin, vous ne savez pas, on le savait déjà.
C'est-à-dire, on n'a pas l'espoir d'avoir une société libre, c'est pas dans le moment. Tout ça sont des choses qui arrivent malheureusement à tout le monde et qui, à mon avis, j'ai passé 100 ans là-bas, elles sont pires aujourd'hui qu'elles étaient avant. Et donc, la circulation des journalistes, la circulation des gens, la liberté des gens individuels sont empirées et donc elles sont devenues un peu pires aujourd'hui. Mais ça, c'est une partie de la vie. C'est pas toute la vie. La relation, quand on parlait avant, on parlait de la relation entre les États, pas cette partie-là. Si on va se relationner seulement avec les démocraties, alors c'est pas la peine de sortir dans de grands espaces. On va tous faire des commerces avec le Luxembourg, la Suède, et pas beaucoup plus. Mais ce qui se passe, c'est que le commerce est déséquilibré. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'on a besoin, c'est-à-dire pour maintenir le niveau de vie que les Européens sont habitués, il faut vendre, il faut acheter. Et donc, on a besoin aussi de négocier avec tout le monde. Et n'ayons pas la naïveté de penser que certaines valeurs sont plus importantes que d'autres. Quand on négocie l'ensemble des choses. Il faut toujours trouver l'équilibre des choses. Et ce qui se passe, on parlait d'investissement. Oui, si vous voyez par exemple un pays comme l'Autriche. L'Autriche a plus de 800 entreprises qui investissent maintenant en Chine. Et elle dépend du marché chinois. Un pays comme la Finlande, c'est une démocratie dans tous les domaines. Son président parle avec le président chinois pour plusieurs affaires 6 fois pendant un an, directement. Un pays comme l'Allemagne, toutes les entreprises, les grandes entreprises allemandes dépendent aujourd'hui du marché chinois. Elles investissent lourdement là-bas. Et le premier client des Allemands, c'est pas la France, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Europe, c'est la Chine, c'est le marché chinois. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire des emplois en Allemagne, ça veut dire du niveau de vie en Allemagne aussi. Donc, faire l'ensemble de toutes ces choses-là, c'est le grand défi que nous avons aujourd'hui. Dépendre de l'énergie russe et aboutir dans la situation où on est abouti, c'est un défi pour nous aujourd'hui. Dépendre aussi du commerce et de la production que vous parlez tout à l'heure, la production industrielle de matériaux qui sont indispensables à nos citoyens aujourd'hui, c'est un défi aujourd'hui. Et heureusement, en France, je vois qu'il y a un ministère qui parle de plusieurs choses et aussi souveraineté industrielle. Je ne sais pas si vous aboutissez ou pas à des résultats, mais c'est la première chose à faire, c'est prendre conscience qu'on a aussi besoin. C'est-à-dire les Chinois, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour défendre leurs intérêts nationaux. On ne peut pas les critiquer. C'est à nous aussi, maintenant les Européens, à prendre conscience, à avoir le courage aussi de faire le même pour défendre nos intérêts nationaux et de nos citoyens. La souveraineté industrielle, elle est aussi nécessaire, et ça ne doit pas s'entamer avec un conflit avec personne, mais on doit défendre aussi nos intérêts. Et faire le mélange avec toutes ces choses-là, c'est vrai que la Chine n'est pas un pays démocratique dans le sens qu'on le connaît, ils se considèrent eux-mêmes une démocratie matérielle. C'est bizarre, on peut développer le concept, ils se considèrent une démocratie matérielle. Mais on a beaucoup à discuter dans la relation entre les pays européens, les démocraties et le reste du monde, parce que d'après les derniers chiffres, la grande majorité de l'humanité ne vit pas en démocratie. La grande majorité de la population, plus de 62% de la population mondiale vit dans des dictatures. Et je peux ajouter qu'il y a quelques démocraties qui...
Non, il y a quelques démocraties aussi qui sont démocraties d'apparat, c'est-à-dire la démocratie ne sert qu'à légitimer seulement les gens qui arrivent au pouvoir et qui ne sont pas vraiment une démocratie complète vis-à-vis de ses citoyens. Donc on a tous ces défis-là qui c'est le mélange de tous ces intérêts avec lesquels il faut travailler. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de deux pays, deux exemples, l'Autriche et la Finlande, qui ont des grands intérêts. En Chine, nous avons l'expérience, en ce moment, nous sommes tous en train de souffrir avec l'augmentation des prix des aliments, de l'énergie, parce qu'on a été dans les mains des Russes, surtout l'Allemagne, le gaz. Aujourd'hui, nous avons manque de paracétamol, d'autres médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas réfléchir à une nouvelle structure? Et je me tourne vers le professeur. Comment vous voyez ces relations entre la Chine et l'Europe et cette volonté qu'il y a aujourd'hui l'Europe de réfléchir un peu et le fait aussi que l'Europe s'est désindustrialisée en exportant pour des raisons qui n'étaient pas très honnêtes du point de vue de l'Europe? Oui, alors peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, on constate au niveau normatif qu'il n'y a pas du tout de fermeture par rapport aux investissements étrangers. Bien au contraire, depuis l'ouverture qui a été décidée en 1978, on se rend compte qu'il y a un dispositif au niveau juridique qui est très important, avec des lois qui souvent partent un petit peu dans tous les sens, il faut bien le reconnaître, mais il y a toujours une volonté d'attirer des investisseurs en provenance de l'étranger, en particulier de l'Europe. Je pense qu'on peut parler aussi quand même d'un élément fort dans les relations entre l'Europe et la Chine, c'est le fameux programme lancé par Xi Jinping à partir de 2013, des nouvelles routes de la soie, qui, là encore, a entraîné la mise en place de règles très importantes, d'investissements massifs, et la Chine a des réserves financières qui sont considérables et s'en sert dans les relations avec des pays européens, des pays africains. On a assisté à des échanges de territoires, notamment sur ce fondement-là, notamment pour sécuriser la frontière tadjik près du Xinjiang. Tout ça a été fondé sur ces jeux un peu particuliers. Donc il faut garder à l'esprit quand même cette volonté, d'une part, d'attirer en Chine, d'avoir de l'argent. C'est toute la politique qui a été développée depuis le début des années 80, mais également maintenant d'avoir une forme d'expansion très importante et de créer, ce ne sont pas vraiment des partenariats, il faut bien le reconnaître, mais ce sont des ententes avec de très nombreux pays. On peut en parler. On peut parler de certains pays en Europe, à la porte de l'Europe, notamment la Serbie, l'Albanie, le Monténégro, qui quelquefois sont même en difficulté pour ces raisons. Et encore une fois, au niveau juridique, le Code civil justement est un instrument très important à cet égard, parce que ça permet aux Chinois de négocier de tels partenariats en expliquant aux différents pays partenaires que maintenant il y a des règles qui sont codifiées, qui sont faciles d'accès, et donc il n'y a plus aucune raison de ne pas appliquer le droit chinois lorsque de tels accords sont conclus. Donc ça fait partie de cette volonté chinoise. Ensuite, au niveau du ralentissement de l'économie, on constate effectivement une baisse de croissance. Alors nous, on le voit très clairement parce qu'on reçoit régulièrement des statistiques relatives à l'insertion professionnelle des étudiants chinois, notamment dans le cadre d'un programme que je dirige. J'ai succédé à Daniel Alexandre, qui est présente, qui est à l'origine de ce programme, qui s'appelle la China EU School of Law. Et donc, nous avons un partenariat. C'est un consortium avec 16 partenaires, notamment une université chinoise, le CUPL qui est basé à Pékin. Et donc nous avons régulièrement des statistiques d'insertion de nos étudiants. Et pendant très longtemps, nous étions dans l'année suivant l'obtention du dernier diplôme, on était à 100%. Donc
On avait des étudiants qui s'inséraient très facilement, en plus dans des entreprises en général de haut niveau avec de fortes rémunérations. Et là, on voit depuis quelques années, déjà avant le Covid, on remarque qu'il y a une baisse importante et que l'insertion professionnelle, l'année suivante, les 2 années suivantes, suivant l'obtention du diplôme, n'est plus que de l'ordre de 50%. Donc il y a une baisse spectaculaire, ce qui entraîne aussi une forme de désenchantement de la part des étudiants chinois, il faut bien le reconnaître, et puis ça s'explique aussi par le fait qu'ils n'ont plus la possibilité de voyager, ou alors dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, onéreuses, et donc le marché européen, le marché américain s'est refermé. Alors, je pense qu'il y a des questions, merci professeur, je pense qu'il y a des questions dans la salle et je profite aussi pour saluer Madame Alexander. Elle est notre membre fidèle et active et vous avez initié et développé d'ailleurs les relations au niveau universitaire avec la Chine. Et je voulais vous saluer, d'ailleurs votre ancien élève qui vous a remplacé, vous avez déjà mentionné, et d'ailleurs vous nous avez aidé à inviter le professeur. Je passe maintenant à la salle avec une question qui est juste Monsieur Beaumont, qui avait demandé, quelqu'un de... Non, c'était... Est-ce qu'il y a un micro? Première question. Est-ce qu'il y a qui aimerait poser une question à un des 3 invités qui sont ici dans la salle, soit sur les questions européennes, soit sur qu'est-ce qu'il fait un ambassadeur, soit sur la Chine, sur les relations avec la Chine. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est une question que je voulais poser. Qu'est-ce qu'il fait un ambassadeur? Qu'est-ce qu'il ne ferait pas? Bon, si personne d'autre ne veut pas poser une question, j'en poserai une. J'étais intéressé d'entendre, j'espère que je parle assez fort. Oui, oui. J'étais intéressé d'entendre l'attitude qu'il y a sur les négociations pour le commerce, pour les accords d'une sorte ou d'une autre. Et on n'a pas du tout mentionné le concept de droit de l'homme. On n'a pas parlé de la situation des Ouïghours. On n'a pas parlé de la situation au Tibet. Et j'ai remarqué, je l'ai vu aujourd'hui, qu'il y a les États-Unis, cette année, ont adopté une loi qui s'appelle the Uyghur Forced Labor Prevention Act, qui veut que les produits qui viennent de la région des Ouïghours ne soient pas apportés aux États-Unis parce qu'ils considèrent que ce sont des produits de travaux forcés. Moi, je voulais tout simplement poser une question à tous les 3, parce que vous avez certainement chacun une vision de la situation des droits de l'homme en Chine. Et je crois, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que vous êtes là depuis, vous étiez là pendant 5 ans. Je crois aussi que c'était 6 ans. Le professeur Nord, il n'a peut-être pas été là, mais il travaille sur ce territoire depuis pas mal d'années. Je voudrais savoir si aujourd'hui vous considérez que la situation des droits de l'homme est pire ou meilleure que lorsque vous êtes arrivé. Et c'est ça ma question. Je vais peut-être faire un commentaire en même temps. Oui, Patrick, parce que Patrick, tu as été 2 fois en Chine comme journaliste. Oui, tout à fait. Juste pour reposer la question, si tout le monde n'a pas entendu, monsieur demandait si on trouvait que la situation des droits de l'homme avait empiré en Chine entre le moment où on est arrivé, donc dans mon cas il y a 6 ans, et ces dernières années. C'est un vaste sujet, je dirais oui, sans réfléchir plus avant. Mais après, il faut regarder tous les différents cas de figure. C'est évident qu'au Xinjiang, il y a eu un recul
absolument, absolument terrible à partir de 2017 environ. Avec une surveillance totale de la population musulmane ouïghour. En fait, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que l'homme qui a été responsable de ce renforcement de la surveillance était en fait l'ancien gouverneur, ou plutôt le secrétaire du parti au Tibet. Et en fait, il a été nommé au Xinjiang pour importer au Xinjiang la politique qu'il a faite au Tibet. Et si on n'entend plus parler beaucoup du Tibet ces dernières années, c'est tout simplement parce que dans une ville comme Lhasa, je ne suis pas allé, bien évidemment, puisque je n'avais pas le droit, mais d'après ce que nous ont rapporté les gens qui sont allés sur place, en gros, dans chaque rue, il y a un commissariat de police, pour un petit poste de police. Il y a des caméras absolument partout. Il faut savoir qu'en Chine, sauf erreur, il y a à peu près 2 milliards de caméras de surveillance dans le pays, donc quasiment 2 par habitant. Et que dans les endroits sensibles comme le Tibet, c'est encore plus. Donc cette surveillance absolument omniprésente, l'idée, ça a été de transposer, de faire la même chose au Xinjiang. Et bon, manifestement, la politique a assez bien marché, puisque les gouvernements chinois se flattent qu'il n'y ait plus d'attentats au Xinjiang depuis maintenant pas mal d'années. Ce que fait le régime chinois là-bas, c'est en fait de réagir à sa façon à des problèmes qui se posent également en Europe. Problème de ce qu'on appelle en France de séparatisme, comment on gère les islamistes, comment on lutte contre le terrorisme, etc. Donc on peut contester les méthodes utilisées. Il faut comprendre qu'en même temps, il y a un problème de base. Il y a eu des attentats assez sanglants, pas seulement au Xinjiang, mais dans le reste de la Chine, qui ont été imputés à des islamistes ouïghours ou à des séparatistes. Voilà, après, ça c'est. On parle du Tibet, on parle du Xinjiang. Maintenant, quelle est la situation globale pour les Chinois? Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté d'information, il n'y a pas de liberté de rassemblement, pas de liberté de réunion, pas de liberté de manifester. Les droits de l'homme, c'est zéro, pour résumer. Et au cours des 6 années où j'ai été sur place, il faut bien reconnaître que ça n'a fait que se dégrader. Et je pense qu'il y a eu une espèce de basculement en 2018, quand Xi Jinping a fait sauter la limite des 2 mandats pour être président. Là, on a senti qu'il y avait eu une espèce de tour de vis assez général. Pour moi, je l'ai ressenti dans mon travail quotidien avec des experts chinois, des personnes qu'on appelait assez régulièrement pour avoir leur opinion sur telle ou telle chose. Et par exemple, les relations avec les États-Unis. À partir de 2018, ils ont commencé à me dire « Ah, désolé, mais je ne peux pas vous parler, c'est trop risqué ». Et donc, résultat, si on écrivait un papier sur diplomatie sur les relations sino-américaines, nos interlocuteurs au ministère chinois des Affaires étrangères nous disaient « Mais il n'est pas équilibré votre papier, il y a que des... Vous citez que des experts étrangers. » Ben oui, les Chinois ne veulent plus nous parler. Donc ça c'est un problème. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'absence de liberté est un problème pour les Chinois? Et il y a un sinologue que j'admire beaucoup, il s'appelle Jean-Pierre Célestin, qui est en poste à Hong Kong, qui souvent me disait « Mais les Chinois, la liberté, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est manger. » Et ce qui les intéresse, c'est que le pays se développe, s'enrichisse, qu'il soit bien géré. Après, moi, j'en suis pas totalement convaincu. L'arbitraire, c'est quelque chose d'insupportable, que vous soyez chinois, français, portugais. Alors, c'est vrai que pour 99,99% des Chinois, la pression du pouvoir, ils ne la ressentent pas, puisque du moment qu'on ne conteste pas
frontalement le régime, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Le jour où il se retrouve confronté à l'arbitraire, là je peux vous dire qu'il change d'avis. Et ben, moi j'ai assisté à des gens qui ont ouvert les yeux parce que ben, il leur est arrivé quelques bricoles et ils n'auraient jamais cru ça de leur propre gouvernement. Est-ce que ces manifestations qu'on a vues récemment sur le Covid, où les gens ne voulaient plus être confinés, à un certain moment, on a pensé que ça pourrait avoir beaucoup plus d'ampleur qu'il a eu. Et ça, c'est quoi ça, la pression? C'est que le gouvernement chinois a tellement cédé qu'il fallait continuer? Moi, j'étais plus sur place. Je dirais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en fait, ces manifestations, ça a réuni quelques centaines de personnes. Voilà, à l'échelle de la Chine, c'est quasiment rien. Et que malgré ça, ça a suffi pour renverser totalement la politique du gouvernement. Donc c'est quand même très très intéressant de constater que ce régime qui de l'extérieur paraît tout puissant, incontesté, est en fait, je vais utiliser un cliché, mais voilà, un géant, un colosse au pied d'argile, est-ce qu'il est vraiment si puissant qu'il veut bien le dire? On sent que, disons que je pense que la grande faiblesse de ce régime, c'est qu'il a fait taire toute opposition. Il n'y a pas de presse d'opposition, donc il ne peut pas savoir ce que pensent les gens, puisque les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, quand il suffit qu'il y ait une poignée de gens qui d'un seul coup n'aient plus peur et descendent dans la rue, et là il se dit, mais mon Dieu, en fait, c'est peut-être une majorité de gens qui sont contre moi. Et donc il est obligé de réagir. C'est à ça, est-ce que le gouvernement a peur que ça puisse prendre plus d'ampleur? Je crois que ça, c'est un élément qui a contribué au changement de politique Covid-0, mais je ne crois pas que ce soit le seul. Il n'a jamais, rarement dans la politique, il y a un élément qui contribue définitivement à un changement radical. Ça peut être une révolution, d'accord, parfois ça existe, mais il y a plusieurs éléments qui ont contribué à ça. À mon avis, cet élément, il est important parce qu'il donne visibilité à l'érosion et la saturation de cette politique vis-à-vis de la population, la plus publique. Les réseaux sociaux où les Chinois se pouvaient exprimer en tant qu'empire, qui c'était ce genre de manifestation, mais certainement aussi la connaissance scientifique maintenant qu'ils n'avaient pas il y a 2 ans, que c'était une guerre perdue. C'est-à-dire, ils avaient entamé une politique totalement condamnée à la faillite. Quand ils ont commencé cette politique de Covid-0, on n'avait pas la connaissance qu'on a aujourd'hui sur la Covid-0. On croyait que c'était une espèce d'épidémie espagnole, que ça allait durer 2 ans, maximum 3 ans, et après ça disparaîtrait. Aujourd'hui, on sait, et toutes les données scientifiques qu'on a, c'est que ça va rester pendant assez longtemps, malheureusement pour nous tous. Ça va rester, on va s'habituer, on va vivre avec ça. Et donc, cette décision a été prise avant cette connaissance scientifique qui a beaucoup évolué dans 2 ans. Donc, il y a plusieurs éléments, il savait, et il commençait à perdre le contrôle d'une situation qui n'était pas tenable. N'était pas tenable économiquement, n'était pas tenable de rester la Chine fermée tout le temps, parce qu'il y avait une certaine relation aussi dans une certaine partie de la population, et parce que la connaissance scientifique était plus grande. Donc il y a plusieurs facteurs, éléments qui ont contribué à un changement radical, peut-être trop radical et trop vite, de la situation. J'ai beaucoup aimé votre question. Je suis basiquement d'accord avec votre appréciation, avec l'évolution. C'est vrai, tout ça, sur les libertés individuelles, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il est questionnable que les sociétés, pas seulement la chinoise, la japonaise, par exemple, et d'autres sociétés d'Extrême-Orient, aient la même approche vis-à-vis de la vie et la valeur de la vie
en société que nous, les Occidentaux. Je vois par exemple une démocratie au Japon, totale liberté, où on ne change pas de parti politique du gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est coïncidence, ou c'est parce que les Orientaux aussi, ils ont un abordage différent. Je vois par exemple comme intenable des manifestations en Chine et même en Corée du Sud contre le port du masque qu'on a eu en Europe, parce qu'on était contre, parce que la responsabilité sociale d'un citoyen envers l'autre est tout à fait différente. Donc il y a beaucoup de valeurs qu'on croit qui sont universelles. Tout le monde aime sa liberté, tout le monde aime sa famille, mais il y a aussi des façons différentes d'envisager les choses. Les Américains et les actes qu'ils ont approuvés. Je respecte, j'admire profondément les États-Unis. C'était mon premier pays où j'ai vécu comme diplomate. Je reste très attaché. Mais ils font bien les choses, ils défendent leurs intérêts nationaux. Moi, à leur place, je ferais exactement la même chose et je inventerais les arguments qui me servent le mieux pour vendre mon poisson. C'est-à-dire, n'allons pas imaginer que la situation maintenant, qui est très mauvaise au point de droit de l'homme en Chine, soit comparable à ce qu'elle en était en 1973, quand Richard Nixon est allé établir une relation d'alliance avec la Chine. On était en pleine révolution culturelle, on tuait des millions de gens. C'était une catastrophe pour la vie chinoise, toutes les libertés étaient complètement écrasées. Donc on adapte ce genre de choses parmi la géopolitique, la géoéconomique mondiale, parmi lesquelles les grandes puissances économiques et politiques doivent aussi gérer leurs intérêts nationaux. C'est vrai, tout ce que je suis tout à fait d'accord, l'évolution c'est ça, mais ça c'est une partie de la vie. Les puissances ont aussi le devoir, aussi vis-à-vis de leurs citoyens, de défendre leurs intérêts nationaux, et c'est ça que les Américains le font. Pour entamer, je ne veux pas aussi de contradiction entre défendre les droits de l'homme et défendre des intérêts commerciaux. Je crois que peut-être il faut trouver des méthodes de faire les deux choses à la fois. Au point de vue diplomatique, je ne trouve pas les Chinois différents des Occidentaux. Franchement, je ne trouve pas acceptable dans mon pays qu'il y ait un diplomate qui vienne, qui donne une entrevue publique critiquant mon pays, ma société, mon pouvoir, mon gouvernement et les choix de mon gouvernement. C'est pas le rôle d'un diplomate. Hein. Et même dans une visite d'État, ça, on ne veut pas demander à un gens, on va l'humilier publiquement et après on demande maintenant on va négocier. Vous imaginez, du point de vue humain, c'est pas comme ça maintenant que si on va faire des concessions, on apparaît devant le monde public comme quelqu'un que se met à genoux vis-à-vis une intervention extérieure. Donc il faut toujours savoir les choses. Si on veut vraiment aboutir à une négociation et avoir quelque chose, parlons des droits de l'homme, parlons des intérêts commerciaux, mais parlons dans un sens correct. Et parlons d'une façon où on veut vraiment aboutir à quelque chose. Et ça, on a beaucoup de travail à faire. Donc, j'ai beaucoup discuté avec les autorités chinoises d'une façon très claire, des choses que je critique très fortement, qui sont passées là-bas, à Macao par exemple, mais j'ai jamais critiqué les autorités chinoises en public, comme je ne le ferai jamais avec les autorités françaises. J'ai un droit professionnel de respect vis-à-vis des gens qui me reçoivent. Et donc c'est une question de règles diplomatiques et politiques pour maintenir un peu le dialogue et la capacité. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis contre la politique de sanction. Si on sanctionne une personne, on coupe le dialogue. Sans le dialogue, je ne peux pas entamer des négociations et aboutir à quelque chose. Et je dois toujours maintenir les ponts
pour avoir la capacité de dialoguer et influencer. Je ne peux pas avoir d'influence sur quelqu'un avec lequel je ne me trouve pas et je ne négocie pas. Donc la parole, les rencontres sont toujours indispensables dans la politique et dans la diplomatie pour aboutir à quelque chose. Et ça, ce que je vois. Je vous laisse. Professeur, vous voulez ajouter? Merci beaucoup. Oui, pour répondre à votre question d'un point de vue juridique, on a dans la Constitution de 1982, la Constitution chinoise, l'article 33, qui a été introduit à la suite d'un amendement en 2001, l'État garantit et respecte les droits de l'homme. Toute la question est qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette droits de l'homme? Et pour en avoir discuté déjà à plusieurs reprises avec des collègues chinois, ils me disent que nous avons en Europe des systèmes de protection des droits de l'homme, mais nous n'avons évidemment pas le monopole sur le contenu, sur ce concept même des droits de l'homme. Donc il y a une forme de relativité. Et c'est un débat juridique sans fin, puisque les Chinois m'expliquent que si on faisait une analyse simplement quantitative, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la majorité des pays ne fonctionnent pas sur le fondement de nos conceptions des droits de l'homme. Ça, c'est le premier point. Ensuite, de manière peut-être plus personnelle, je suis allé pour la première fois en Chine en 2008. J'ai fait plusieurs séjours. À un moment donné, j'y allais 2 ou 3 fois par an pour faire des cours. J'ai toujours eu une totale liberté d'expression. J'ai pu faire des conférences. J'ai fait par exemple une conférence à l'université Jiamin, l'université du peuple à Pékin, justement sur les droits de l'homme dans le domaine de la procédure pénale. Du coup, j'ai expliqué à des étudiants qui étaient très étonnés qu'une garde à vue en France, ça durait en principe 24 heures, alors qu'en droit chinois, ça peut aller jusqu'à 6 semaines. Ils étaient très surpris, mais personne ne m'a empêché de dire quoi que ce soit. Je vous parlais tout à l'heure du programme China EU School of Law. Strasbourg, nous sommes responsables du module droits de l'homme. Nous n'avons jamais eu aucun problème. Les enseignants que nous envoyons en Chine n'ont jamais eu aucun problème quant au contenu de leur cours. Il n'y a jamais eu de contrôle, jamais eu de restriction. Et s'il y en avait eu, nous aurions été immédiatement arrêtés. Le seul élément que je dois mentionner quand même, c'est que à partir de 2018, ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure. Traditionnellement, quand on va faire cours en Chine, on reçoit toujours une sorte de pack de bienvenue avant le début des cours. Il y a plein de choses dedans. Et puis là, pour la première fois, il y avait un très beau dépliant qui nous donnait des consignes sur ce qu'on pouvait dire et ce qu'on ne pouvait pas dire. Et les éléments qu'on ne pouvait pas dire, alors c'était très ciblé, c'est qu'on ne pouvait pas critiquer les dirigeants en place, Xi Jinping en premier lieu. De toute façon, il y a une immense photo sur la première page de Xi Jinping. On ne pouvait pas remettre en cause le rôle ultra-constitutionnel du Parti communiste chinois non plus. Et ça, c'est pour la première fois. On a obtenu ces consignes donc en 2018 et en 2019. Après, je n'y suis plus allé pour des raisons évidentes, mais on sentait qu'il y avait une volonté de reprise en main à ce moment-là. Mais encore une fois, je n'ai pas vécu de véritable contrôle en tant que tel. Et pourtant, j'ai pu aborder des questions entre guillemets sensibles. Ça ne m'a jamais été reproché. Ça, c'est un travail important qu'on fait, n'est-ce pas, enseigner. J'espère, oui, j'espère que c'est Ouais. Alors, oui. Merci pour ces échanges. Il y a un troisième pays que nous n'avons jamais mentionné. Nous avons parlé d'une certaine naïveté, peut-être, de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Il y a aussi l'Inde. L'Inde, c'est d'ici quelques années 1 milliard d'habitants, plus de ça, et la Chine 600 millions. Je reprends des chiffres qui sont sortis récemment.
sur des prévisions. Naturellement, ce sont des prévisions. Mais que peut-on penser à l'heure actuelle des rapports entre l'Inde et la Chine? Il ne faut pas oublier les montagnes et les zones de conflit. Que doit-on penser des rapports entre l'Europe, l'Inde et la Chine? Et comment intégrer cela dans les rapports entre l'Inde, l'Australie et les États-Unis? C'est le Global South, c'est le sud global. Bon, soyons rapides, et pour avoir aussi l'idée de motiver les autres éléments ici présents à poser des questions. C'est-à-dire, je crois que nous, moi comme diplomate et comme citoyen aussi européen, j'espère qu'on maintienne et développe le dialogue avec tout le monde. Et donc, il est très important de dialoguer avec des gens, avec des puissances qui ont une capacité d'intervention dans le monde très grande comme la Chine et l'Inde, mais soyons moins idéologiques. C'est-à-dire, espérer que tout le monde va accomplir les règles de l'OMC telles qu'elles sont écrites, et en croyant ça et en faisant des réformes structurelles graves pour l'avenir qui enlèvent des millions de postes de travail de l'Europe et les transférer pour d'autres pays parce qu'il est moins cher, je ne sais pas si c'est la meilleure chose. Moi, je parle comme citoyen. Moi, je vois ici en France que la France a fait la décision d'avoir une armée nucléaire. Et parce qu'elle a une armée nucléaire, la France fait des investissements dans des domaines qui sortent beaucoup plus chers que si elle allait acheter à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est un choix de souveraineté. C'est un choix de quelqu'un qui veut avoir un mot à dire dans le monde. Je crois qu'on doit faire le même choix dans beaucoup d'autres domaines, pas seulement dans le militaire. Aujourd'hui, on l'a vu, je suis le premier à défendre beaucoup de qualités dans la Chine, mais je vois aussi les défis qu'on a là-bas. Ils n'ont pas respecté les règles de l'OMC. Ils ont profité les règles de l'OMC et le statut de l'OMC pour avoir l'accès à nos marchés en ne pas ouvrant de la même façon leur marché à nos produits. Aujourd'hui, on dépend de la production dans un certain nombre de pays, pas seulement la Chine, pour des choses qui sont vraiment cruciales chez nous. J'étais ambassadeur du Portugal en Chine et j'ai vu les difficultés que tous nos collègues, mes collègues européens ont eues. On se battait pour avoir accès à des matériaux médicaux quand le Covid est démarré ici en Europe, et parce qu'ici on produisait plus ce genre de choses. Je crois qu'on doit apprendre avec l'expérience et éviter de tomber dans ce genre de situation. Il y a quelques industries qui sont polluantes, il faut les transformer et être le plus vert possible, mais on doit les maintenir ici. On doit faire quelque chose. Pas seulement, ça c'est pas du protectionnisme, c'est pas ça. Il faut avoir des choses qu'on doit faire comme les autres le font, et c'est leur droit de le faire. Donc ça, je crois, je ne sais pas si c'est la naïveté, mais même l'Allemagne, quand l'Allemagne dépendait de l'énergie russe, c'était avec la croyance qu'avec le commerce, on ne fait pas la guerre. On s'est trompé avec le commerce. On croit qu'on peut avoir plus d'influence. Donc il faut apprendre des leçons, il faut aussi laisser quelque chose de mieux pour les générations à venir et apprendre aussi à vivre. On ne peut pas transformer notre continent seulement dans un continent de rêve, un gérant de parc thématique où tout le monde vit dans une vie idéale, mais loin de la réalité. Je crois que l'industrie, elle est absolument indispensable à nos jours aujourd'hui.
Et je pense que ça va être certainement un des grands problèmes et un des grands défis des prochaines élections européennes. Ça va être ça. Je crois qu'aujourd'hui, les Européens, déjà la pollution, elle n'a pas de frontières, n'est-ce pas? En Afrique, en Chine, ici, elle arrivera partout dans la planète mère. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose et on va conclure professionnellement. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le constat qui a été fait. La Chine a intégré l'OMC en 2001 et tout le monde pensait que ça allait être un virage. La Chine va intégrer le marché mondial, mais va également devoir respecter les règles du jeu. On va dire que plus de 20 ans après, il y a quand même une forme de désenchantement à cet égard, parce que la Chine, comme vous l'avez dit, respecte dans un sens les règles du jeu, qui est l'avantage, mais pour le reste ne s'embarrasse pas forcément, notamment avec un soutien massif, des subventions très importantes dans des domaines stratégiques. Il y a un plan qui vient d'être adopté qui prévoit 150 milliards d'aides au développement pour tout ce qui est nouvelles technologies, notamment parce que le programme des nouvelles routes de la soie ne donne pas totalement satisfaction. Et bien, on se rend compte qu'on peut peut-être se développer sans forcément le faire dans le monde réel, mais de manière virtuelle, c'est-à-dire avoir la main sur toute une série de secteurs importants, simplement au niveau virtuel. Et donc on a une aide colossale, de manière détournée, bien évidemment, c'est fait de manière subtile, mais qui n'est pas du tout compatible avec les règles de l'OMC. Patrick, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voulais revenir sur ce qui s'est passé donc, le 7 décembre en Chine, quand d'un seul coup, cette politique zéro Covid a été mise aux oubliettes. C'est évidemment très difficile de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du régime chinois, parce qu'il est de plus en plus opaque et personne ne sait ce qui se passe. Ce qu'on peut supposer, c'est que avec les pouvoirs depuis 10 ans, qui en gros terrorisent tout le monde, y compris au sein des plus hautes sphères de l'État, et que en fait personne depuis 3 ans ne lui a dit mais notre politique zéro Covid ça marche pas, il faut qu'on ait une stratégie de sortie et que si on laisse le virus circuler, il faut que tout le monde soit vacciné sur tous les yeux et qu'on apporte des vaccins occidentaux qui fonctionnent plutôt que ces vaccins chinois qui ne sont pas très efficaces. Personne n'a eu le courage de lui dire ça. C'est ce que j'imagine. Et donc d'un seul coup, il se retrouve avec des centaines de gens qui manifestent dans les rues à Shanghai et à Pékin et ailleurs. Et il a dû faire une grosse colère en disant « Mais pourquoi vous m'avez rien dit ?» Et là, c'est là qu'on peut imaginer que les gens lui ont dit « Ben, ça marche pas notre stratégie et le chinois moyen n'en peut plus. » Et ah bon? Et voilà, du jour au lendemain, cette politique a été abolie dans un chaos total, puisque aujourd'hui le virus circule et fait des dizaines de milliers de morts. Donc c'était ça que je veux dire. Je pense que ce système politique que les Chinois vantaient de plus en plus comme un modèle ces dernières années, là a prouvé son inefficacité. Il a été efficace dans un premier temps parce qu'effectivement il a permis d'endiguer le virus, de le limiter à la région de Wuhan. Mais à long terme, ça a prouvé que c'était une catastrophe. Je peux dire une autre chose? Oui, absolument, vas-y. Donc, parce que M. le Professeur parlait de la Constitution. Donc il faut savoir que quand on est journaliste en Chine, on a un seul accès en fait à l'information, enfin un seul accès aux régimes, c'est une fois par jour à 15h le point de presse du ministère des Affaires étrangères. Et donc nous y allons tous les jours, il y a un journaliste de l'AFP qui va écouter ce qu'a à dire le porte-parole et il pose des questions. Et donc très souvent, il y a des questions sur, ben voilà, vous avez fait ci, vous avez fait ça, il y a telle personne qui a été arrêtée, telle personne qui a été condamnée, etc. À ce genre de questions, la réponse commence toujours par « la Chine est un état de droit ». Et à chaque fois, ça me fait rire parce que la base d'un état de droit, c'est que aucune personne, aucun groupe de personnes n'est supérieur aux autres. Enfin, tout le monde est égal devant la loi. Or, si vous regardez la constitution
la constitution chinoise, il est stipulé d'abord que le Parti communiste a un rôle dirigeant, donc il y a bien un groupe de personnes qui n'est pas tout à fait égal aux autres. Et en plus, depuis 2018, il y a la pensée de Xi Jinping a fait son entrée dans la Constitution. C'est-à-dire qu'un homme tout seul avec sa pensée, finalement, a peu de lui-même, il est supérieur à la loi. Il est au-dessus des lois, il peut décider tout ce qu'il veut. Et donc, voilà, je pense que cette définition de l'état de droit chinoise ne tiendrait pas la route devant un tribunal digne de ce nom. Voilà, je pense que... oui, madame? Oui, j'aurais quand même aimé savoir, j'ai entendu qu'il y aurait une domination virtuelle. Les routes de la soie ont quand même amené les Chinois à acheter Port du Pirée, à rentrer en Afrique, oui, ils ont même fait des tentatives sur le port français. Hambourg, 25% du port d'Hambourg. Voilà, par exemple. Alors, est-ce que nous sommes vraiment, ces velléités de domination, est-ce que nous avons vraiment à les craindre en Europe et pour d'autres continents ou d'autres pays? Qui me répond? Professeur? En un mot, oui. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Pour moi, c'est une vraie crainte. Vous avez cité d'excellents exemples. Je peux citer aussi, pour ce qui me concerne plus directement, de très nombreuses universités d'Asie centrale qui maintenant sont entre les mains des autorités chinoises directement. Donc c'est une vraie crainte, encore une fois, parce qu'il y a une force du côté chinois au niveau financier. Et ils peuvent attirer comme ça certains États en leur promettant des prêts. Mais ce n'est pas des dons, hein, c'est jamais des dons, ce sont des prêts, quelquefois pour des projets qui sont totalement inutiles, mais qui vont ensuite mettre ces pays dans une situation de dépendance. On peut citer par exemple l'Afrique. Il y a un très beau projet, une autoroute qui a été construite en Ouganda, sauf que cette autoroute, personne ne s'en sert. Mais ça a coûté l'équivalent du tiers du PIB ougandais. Donc évidemment, maintenant, l'Ouganda se trouve dans une situation de dépendance par rapport à la Chine et ne peut plus rien lui refuser dans le cadre de négociations, notamment sur des ressources naturelles. Et c'est vrai, dans de très nombreux pays, l'influence française décline nettement pour cette raison. Au niveau diplomatique, aussi au niveau juridique, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Code civil français, qui était un modèle pendant de très nombreuses années, maintenant décline, il y a des concurrents, et le Code civil chinois en fait partie. Donc oui, personnellement, c'est une crainte. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que l'Europe s'est complètement désinvestie de l'Afrique et elle a laissé aussi la place libre. Ça, c'était aussi un des problèmes. Et puis, le problème de la désindustrialisation de l'Europe, ce n'était pas la faute à la Chine, c'était la faute à l'ultralibéralisme européen. Absolument. Comment on fait aujourd'hui? On réfléchit à une nouvelle stratégie, mais c'est urgent. Oui, mais même des pays qui sont encore largement industrialisés en Europe, par exemple la Suède, Volvo maintenant a été racheté par un conglomérat chinois. C'est pourtant un fleuron suédois, mais même eux sont dans cette situation. Donc, je crois qu'il y a vraiment des craintes légitimes à avoir. Et j'ai quand même toujours du mal quand on explique que c'est le fruit d'une forme de naïveté européenne. Non, parce que notamment les entreprises européennes, à un moment donné, ont vu la Chine comme un nouveau marché et s'y sont précipités. Mais on avait toutes les cartes en main. Vous avez cité tout à l'heure Jean-Pierre Cabestan, des études considérables qui permettaient de savoir parfaitement avec qui nous traitions. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Donc, naïveté, non, personnellement, j'ai du mal. Peut-être faiblesse, éventuellement vanité, oui. Main d'œuvre moins chère?
possibilité de polluer plus si on ne pouvait pas? Oui, il y a des avantages considérables. Sachant qu'en même temps, il y a d'autres pays qui eux-mêmes offrent des avantages plus importants que la Chine. Des règles en matière sociale qui sont plus avantageuses dans d'autres pays asiatiques, ceux dont les Chinois eux-mêmes se plaignent. Mais oui, je pense qu'on a vu un certain bénéfice à court ou à moyen terme, mais on n'y a pas forcément réfléchi plus en détail. On le voit avec, encore une fois, au niveau juridique, des entreprises qui ont fait des recherches détaillées avant de s'implanter, mais qui n'ont pris que certains volets en compte et qui ont considéré que le droit était figé et qu'il n'y aurait pas d'évolution par la suite sur certains points. Là, manque de chance, ça n'a pas été le cas. Donc, non, naïveté, j'ai vraiment du mal avec ce terme. C'est vrai. Là, on rentre déjà dans la politique. Enfin, si je crains l'investissement chinois ici ou pas, bon, voyons. Chez nous, au Portugal, il y a beaucoup. Dans Oui. des secteurs stratégiques. Même moi, franchement, je pourrais dire qu'il pourrait y avoir encore plus, et ça ne serait pas une menace. Il ne me fait pas peur. Mais je comprends ce que vous dites, et je suis d'accord avec le principe de la souveraineté. Pourquoi est-ce que les Chinois ont investi dans le port de Hambourg? Pour la même raison qu'ils ont investi dans d'autres parts, au Portugal, à l'électricité, à la production, à la distribution. Assurance. Ici aussi, quand ils ont créé des entreprises ici en France, dans le domaine de la production des automobiles électriques, quand ils ont investi beaucoup en Allemagne dans d'autres domaines, en Italie, en Espagne, en Grèce, partout. C'est pas difficile. C'est parce qu'ils ont une énorme liquidité monétaire et que nous, on n'a pas. C'est parce que la société chinoise, eux-mêmes, comme valeur, ils travaillent comme les Européens ne travaillent plus. Et donc ils sont beaucoup plus compétitifs. Ils deviennent avec une grande liquidité qu'on n'a pas. Mais nous, on veut maintenir notre niveau de vie qu'on a déjà atteint. On veut maintenir, comme chez moi, un horaire de travail très bas. On parle maintenant déjà chez nous de réduire la semaine de travail pour 4 jours de travail utile. Ici en France, on est contre une partie de la population de passer l'âge de retraite de 62 pour 64 ans. On se rebelle contre ça. Mais si vous allez en Asie, vous voyez la façon dont les Asiatiques travaillent, les Chinois travaillent. Ils travaillent avec une dédication, et bon, j'avais aussi à l'ambassade la même chose, de façon tout à fait différente. Travailler, ce n'est pas une punition pour eux. Ils travaillent avec le but du succès. Et ça, à la fin, en plus, ils sont beaucoup. Quand ils sont beaucoup, ils travaillent comme ça, et ça aboutit bien sûr avec une énorme liquidité. Et nous, on a besoin de liquidité aux États-Unis, chaque fois qu'on a des faillites dans ce capitalisme de spéculation qu'on fait dans les bourses. Et la même chose se passe en Europe. Et nous, on a besoin de ça. Je crois qu'on doit toujours maintenir la tête froide d'avoir ces deux principes, c'est-à-dire développer notre souveraineté et autosuffisance des emplois qu'on a ici, souveraineté industrielle, mais toujours en restant ouvert au monde. S'il y a quelqu'un qui vient ici investir en Europe, soit-il chinois, japonais, à moi personnellement, peu importe, s'il y a deux principes qui sont garantis. Premier, il respecte absolument les lois locales. C'est à nous de créer nos lois qui protègent nos intérêts. Et s'il les respecte, il ne doit pas être discriminé parce qu'il est chinois. Deuxièmement, et ça c'est moi aussi que je défends, la réciprocité. Est-ce qu'il est investi ici, il a investi dans le tourisme?
Est-ce que je peux investir chez lui dans le tourisme aussi? Non, je ne peux pas. Alors tant pis pour eux. Je crois qu'on doit avoir aussi de la réciprocité, égalité de traitement. Moi, personnellement, je préfère une relation amour que la relation sadomaso. Franchement, je crois que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et ça, cet équilibre dans les relations entre les gens, ça devient beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. Et donc la réciprocité, elle est absolument indispensable. Mais ne fermons pas les portes. Il faut comprendre les craintes qui sont basées dans des problèmes réels, mais il faut les aborder, il faut voir. Soit on travaille plus, et ça on ne veut pas. Nulle part en Europe. Ça on ne veut pas. Soit on reste ouvert aux autres avec des règles et la réciprocité. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Je pense que vous avez fait des propositions pour la révision stratégique que l'Union européenne va faire sur les relations entre l'Europe et la Chine. Ne faites pas parce que nous, avec les sanctions qu'on a approuvées au Parlement européen contre les Chinois, on n'a plus de dialogue. C'est seulement le dialogue bilatéral qu'on a chaque nation avec la Chine. Donc avec ça, on a gelé les relations. Je voulais beaucoup remercier l'ambassadeur du Portugal, Francisco Augusto Duarte, d'être venu participer à cette conférence, le professeur Nicolas Nord, Patrick Paer. Je n'ai pas bien prononcé votre nom, il faut faire un tour. Patrick. Je voulais remercier aussi Madame la consul de Portugal.